Nous sommes le 11 juillet 2010. L'arbitre britannique Howard Webb donne le coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde de football. Pour la première fois depuis 1978, la finale oppose deux équipes qui n'ont jamais remporté la compétition. D'un côté, des Pays-Bas au jeu rugueux et agressif qui leur a permis entre autres d'éliminer deux équipes sud-américaines, le Brésil en quart et l'Uruguay en demi. De l'autre, une équipe d'Espagne au sommet, à l'apogée d'un football bien imprégné du jeu de position catalan. Eric Cantona dira même, en 2010, ce n'est pas l'Espagne qui a remporté la Coupe du Monde, mais le Barça. 7 joueurs du Barça composent en effet le 11 du sélectionneur Vicente Del Bosque. Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, David Villa, qui a déjà signé au Barça et qui rejoindra le club après le mondial, et Pedro. Le reste, 3 joueurs du Real, Casillas, Ramos, Xabi Alonso, et un invité surprise, l'arrière-gauche de Villarreal, Johan Capdevila. Cette équipe, c'est le succès d'un jeu léché et artistique, c'est le succès de la Liga, c'est le succès de la génération espagnole, la plus talentueuse de tous les temps, c'est le succès d'une équipe qui a su passer au-dessus des rivalités de clubs ou des rivalités régionales propres à l'Espagne. C'est aussi le symbole que se réfugier dans la formation de joueurs locaux en temps de crise économique, en l'occurrence la crise des subprimes qui ravage l'Espagne à ce moment-là, est une excellente idée. Et puis surtout, c'est le symbole que le football peut faire oublier les crises le temps d'une grande compétition. Retour sur l'un des sacres les plus mérités de l'histoire de la Coupe du Monde dans ce deuxième épisode du Retour en images. La Roja espagnole débarque au mondial sud-africain dans la posture de grand favori. En effet, les Espagnols viennent de remporter l'Euro en 2008 avec Luis Aragonés à la tête de l'équipe et même au dernier mondial en 2006, l'Espagne avait déjà affiché un beau visage. Éliminés en huitième de finale par l'équipe de France du grand Zidane, ils avaient fait un 9 sur 9 en poule et plusieurs joueurs de l'équipe de 2010 étaient déjà présents lors du mondial allemand. Casillas, Ramos, Xavi, Villa, Xabi Alonso, Torres ou encore Cesc Fabregas. On avait donc déjà les prémices de cette super génération. Et malgré l'élimination précoce en 2006, l'heure était à l'enthousiasme car on sentait bien que cette génération avait énormément de talent. En 2008, l'Espagne remporte l'Euro face à l'Allemagne en finale et se pose donc en principal favori pour la Coupe du Monde 2010. Surtout que Vicente Del Bosque, double vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, est intronisé sélectionneur après l'Euro. De nouveaux joueurs prometteurs absents en 2008 font leur apparition en sélection. Piqué, Busquets, Juan Mata ou encore Pedro Rodriguez. L'Espagne dispute la Coupe des Confédérations. J'ai toujours trouvé le concept de cette compétition génial. Une mise en bouche pour la Coupe du Monde avec des équipes de tous les continents, une sorte de mini-Coupe du Monde. Tombée dans le groupe du pays hôte, l'Afrique du Sud, l'Irak et la Nouvelle-Zélande, l'Espagne se qualifie en faisant un 9 sur 9 sans encaisser un seul but. Mais la Roja est surprise en demi-finale face à de surprenants Américains et s'incline 2-0. Cette compétition était une sorte de répétition générale et personne ne s'inquiète vraiment pour la sélection espagnole. Malheureusement, à cause de cette défaite, l'Espagne ne battra pas le record d'invincibilité de 35 matchs alors détenu par le Brésil, mais cette élimination en Coupe des Confédérations constitue un rappel pour les Espagnols. Gagner la Coupe du Monde ne sera pas facile. L'Espagne est numéro 1 du classement FIFA et elle réalise une phase de qualification exceptionnelle avec 10 victoires en 10 matchs dans une poule faible puisqu'on trouve la Bosnie, l'Arménie ou encore l'Estonie. La préparation pour la compétition débute dès mars 2010 avec 2 victoires notamment face à l'Argentine et l'équipe de France, respectivement 2 buts à 1 et 2 buts 0. La dynamique est excellente et en juin, la Roja joue son dernier match de préparation face à la Pologne et l'emporte grâce à un cinglant 6-0 et un excellent David Villa déjà au sommet de son art. Les Espagnols sont plus que prêts. 6 matchs de prépa, 6 victoires. 23 juin 2010, Del Bosque dévoile sa liste pour l'Afrique du Sud. Le Barça est encore surreprésenté. Le sélectionneur espagnol construit son équipe autour de l'ossature du club catalan, vainqueur de la LDC en 2009. La poule est plutôt abordable avec le Honduras, la Suisse et un Chili plutôt prometteur, déjà porté par Alexis Sanchez, Arturo Vidal ou encore Claudio Bravo. Là où beaucoup pensaient que l'Espagne débuterait tranquillement sa compétition par une promenade de santé face à la Suisse, cette dernière qui avait déjà accroché l'équipe de France lors du premier match en 2006, continue sur sa lancée en faisant tomber le champion d'Europe espagnol et grand favori de la compétition. Malgré ses 75% de possession et de nombreuses occasions, la Suisse, bien organisée et en réussite, par l'intermédiaire d'un visage bien connu en Ligue 1, Gelson Fernandez, l'emporte 1-0 et complique la tâche des Espagnols, qui se voient dans l'obligation de remporter les 2 prochains matchs face au Honduras et au Chili. Pour le second match, l'Espagne n'a plus le droit à l'erreur, et c'est le Honduras qui se dresse sur la route des champions d'Europe. Le milieu du FC Barcelone et leader technique de la sélection, Andrés Iniesta, est ménagé pour ce match après un coup reçu à la cuisse face aux Helvétiques.
Mais en l'absence de leur illustre milieu de terrain, les Espagnols peuvent compter sur David Villa, auteur d'un doublé magnifique. Sur le premier but, le numéro 7 espagnol fait valoir son inter-exter pour se faufiler entre deux joueurs adverses avant de décrocher une frappe dans la lucarne hondurienne. Et sur le second but, en début de seconde période, il déclenche une frappe légèrement déviée par la défense, assez suffisamment pour tromper le gardien. Victoire 2-0, l'Espagne lance enfin son tournoi. Pour le dernier match face au Chili, la Roja doit impérativement gagner, car en cas de défaite ou de nul, elle prend le risque de voir la Suisse, qui a le même nombre de points, leur chipper la deuxième place. Les coéquipiers de Ramos pourraient même finir premier du groupe en cas de victoire. Ce match revêt donc d'une importance capitale, car tout peut encore arriver aux Espagnols. Iniesta réintègre le 11 et qui d'autre que David Villa pour ouvrir le score dans un match plutôt difficile à emballer. Profitant d'une sortie lointaine et hasardeuse de Claudio Bravo, le numéro 7 espagnol, assez excentré, délivre une super frappe bien placée du pied gauche d'une justesse parfaite. 15 minutes plus tard, juste avant la mi-temps, c'est au tour de Don Andrés de marquer, bien servi par un David Villa cette fois-ci passeur. La réduction de l'écart chilienne en début de seconde période ne changera rien. Les hommes de Del Bosque l'emportent 2-1 face au coéquipier d'Alexis Sanchez et se qualifient pour les huitièmes de finale en terminant en plus de ça premier du groupe malgré la défaite initiale. Peu de gens le savent à ce moment-là, mais le but anecdotique du Chili sera le dernier encaissé par les Espagnols dans le tournoi. Pourtant, la Roja se serait bien gardée de finir premier du groupe, puisqu'ils héritent du rival portugais en huitième de finale. Un choc que l'on n'attendait pas forcément à ce niveau de la compétition. Dans le même tableau, on trouve d'autres adversaires très sérieux, tels que l'Argentine ou encore l'Allemagne. Côté portugais, on retrouve des grands noms tels que CR7, Pepe, Ricardo Carvalho, Thiago ou encore Simao. De quoi donner du fil à retordre à l'équipe d'Espagne dans de nombreux compartiments du jeu. Les Lusitaniens ont fini deuxième de leur groupe derrière le Brésil. Invaincus et vainqueurs d'un match 7-0 face à la Corée du Nord, ils se présentent plutôt confiants. Un match très disputé, les individualités portugaises butent sur une solide Espagne, solidaire défensivement et créative collectivement. L'ouverture du score intervient à l'heure de jeu par l'intermédiaire de qui d'autre que lui, David Villa, qui libère tout un peuple. Le Portugal tentera de revenir en vain, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se voyant même réduits à 10 à la 89e minute suite à l'exclusion de Ricardo Costa. Del Bosque et les siens peuvent donc se projeter sur les quarts de finale, et en Espagne on commence à croire à un potentiel sacre puisque c'est le Paraguay qui se dresse sur leur route. Un Paraguay tombeur du Japon au tir au but au tour précédent et qui avait réalisé le tour de force de terminer premier du groupe de l'Italie notamment, une excellente défense avec un seul but encaissé depuis le début du tournoi et une équipe sud-américaine plutôt agressive et rigoureuse. Mais c'est le genre d'équipe que les Espagnols ont appris à apprivoiser depuis le début du tournoi. Le Paraguay est entraîné par Tata Martino, qui entraînera le Barça quelques années plus tard. Côté espagnol, c'est du classique. Casillas et ses coéquipiers arborent le même maillot que lors du troisième match face au Chili. C'est au terme d'un match à rebondissement que la Roja se qualifiera très difficilement. Les Paraguayens peuvent encore aujourd'hui nourrir d'immenses regrets. Après s'être vus refuser pour un but pour un hors-jeu très limite, les hommes de Tata Martino obtiennent un pénalty vers l'heure de jeu, raté par Cardozo ou plutôt très bien arrêté par Saniquer. 3 minutes plus tard, un autre pénalty est sifflé, cette fois-ci pour l'Espagne, pour une faute sur David Villa. Le pénalty est dans un premier temps brillamment transformé par Xabi Alonso avant que l'arbitre ne décide de le faire retirer pour une supposée faute des Espagnols au moment du tir du numéro 14 espagnol. Ce dernier se plie donc au difficile exercice du pénalty une seconde fois, mais cette fois-ci le gardien paraguayen part du bon côté et le repousse. Toujours 0-0. Le match commence alors à échapper à l'Espagne. Mais à la 83e minute et alors qu'on se dirige vers les prolongations, Pedro, alors jeune joueur du Barça, rentre dans la surface et place une très belle frappe du pied droit au sol. Frappe qui se dirige vers le but paraguayen. Malheureusement, la belle tentative de Pedro est repoussée par le poteau. Mais elle revient sur un David Villa en renard des surfaces qui décroche une frappe qui tape le poteau droit du gardien avant de heurter l'autre poteau, avant finalement de rentrer dans le but. Le néo-barcelonais signe alors son cinquième but de la compétition et libère l'Espagne. Une Espagne qui retrouvera le vieux rival allemand qu'ils avaient battu en finale de l'Euro 2 ans auparavant. Les Allemands, tombeurs de l'Argentine 4-0 en quart de finale, ont comme la Roja perdu en phase de poule leur premier match face à la Serbie, avant de se relancer en faisant tomber l'Angleterre 4-1 en huitième de finale et donc d'écraser les coéquipiers de Messi. Ils se présentent donc en confiance face aux Espagnols. Un match très agréable à suivre qui débute sur les chapeaux de roue avec une grosse occasion de David Villa en face à face avec Neuer. La frappe de l'Espagnol est repoussée par le portier allemand. Au quart d'heure de jeu, Puyol reprend un excellent centre de la tête, malheureusement ça passe largement au-dessus du but allemand. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, c'est au tour des Allemands de se procurer une grosse occasion. En face à Iker Casillas, Ozil est légèrement déséquilibré par le retour de Ramos. Pas de pénalty selon l'arbitre. Au retour des vestiaires, les Espagnols ont de nombreuses situations, mais à la 68e minute, Toni Kroos a une balle de 1-0. Il reprend un excellent centre de Podolski, mais sa volée ne suffit pas à tromper le portier du Real.
Et ce qui devait arriver arriva. 72e minute de jeu, le corner très bien tiré par Xavi est repris par une tête rageuse de Carles Puyol. Un des nombreux buts 100% Barça de cette Coupe du Monde pour l'Espagne, qui s'en va disputer la première finale de Coupe du Monde de son histoire. Les hommes de Del Bosque auront de nombreuses balles de 2-0, mal exploitées successivement par Pedro et Torres. 1-0, match terminé. La Roja affrontera les Pays-Bas qui disputeront leur troisième finale, en espérant que la troisième sera la bonne, eux qui en ont déjà perdu deux. La finale a lieu au stade Soccer City de Johannesburg. L'Espagne sait qu'elle aura le ballon et le plus dur sera de marquer face à des Pays-Bas qui jouent un jeu bien différent de celui qui les caractérise d'habitude. Un style plus agressif, voire même violent. Style dont Xabi Alonso doit se souvenir puisque Nigel de Jong a eu la bonne idée d'essuyer ses crampons sur le thorax de l'actuel coach du Bayer Leverkusen. Quelques minutes plus tôt, c'est Iniesta qui frotte le fer avec Mark Van Bommel, un tacle par derrière sanctionné d'un simple carton jaune. L'arbitre n'était pas anglais pour rien. Cette défaite néerlandaise en finale a encore un goût amer pour les Pays-Bas, notamment à cause d'un face-à-face perdu par Arjen Robben. Bien lancé par Wesley Sneijder, il bute sur un incroyable Iker Casillas qui sort le ballon du bout du pied. C'était la balle de la victoire que manque l'ailier du Bayern à la 61e minute. Dans le stade, tout le monde le sait, c'est le tournant du match. L'Espagne ne peut plus perdre. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de David Villa de rater une grosse occasion face à Stekelenburg à bout portant. Occasion manquée grâce à un excellent retour d'un défenseur hollandais qui maintient les siens dans le match. 0-0 dans le temps réglementaire, cette finale, comme celle de 2006, se réglera en prolongation. À la 98e minute, Iniesta a un 3 contre 2 à jouer. Une fois n'est pas coutume, le 6 espagnol ne joue pas bien le coup et manque de la donner à l'un de ses coéquipiers. L'Espagne se rapproche toujours plus dangereusement du but de Stekelenburg et à la 108e minute, le défenseur néerlandais Heitinga est exclu pour un deuxième carton jaune après une faute sur Iniesta. Tout va de plus en plus mal pour les Oranges. 116e minute de jeu. Une minute qui fera date dans la mémoire du peuple espagnol. Torres adresse une transversale vers Iniesta, a priori hors jeu. Le ballon est contré et repoussé par un défenseur des Pays-Bas qui dans le même temps s'aligne sur le joueur du Barça et rend sa position licite. Le ballon revient sur Fabregas, qui écarte sur Don Andrés, qui contrôle et qui frappe vers le but pour tromper le gardien. Christian Jean-Pierre et Jean-Michel Larquet, alors aux commentaires, réclament un hors-jeu, mais il n'en est rien. Iniesta ne l'est pas. Et ce dernier s'en va rendre hommage à Dani Jarque, défenseur espagnol décédé 2 ans auparavant. L'Espagne est championne du monde pour la première fois de son histoire. Casillas soulève le trophée en compagnie de tous ses coéquipiers et offre à son pays, qui vit des moments difficiles, de la joie et de la fierté. Ce 11 juillet restera dans l'histoire comme le plus beau jour de l'histoire du foot espagnol. Les jours suivants, à Madrid, à Barcelone, les Espagnols ne manquent pas de fêter ce titre dans une ferveur incroyable. Les hommes de Del Bosque ont réussi durant ce tournoi à concilier tous les Espagnols en mettant entre parenthèses les tensions régionales. Madrilènes et Barcelonais, que ce soit du côté des acteurs ou même du côté des supporters, n'ont fait qu'un durant toute la compétition. C'est ainsi que s'achève l'incroyable histoire de l'Espagne de 2010.